Je ne me rappelle plus des dates des faits précis. J'ai une anecdote qui se suit comme ça, comme une rivière qui coule, d'accord, mais avec l'âge de Maman Alali, j'ai des souvenirs, des détails, des flashs de mon enfance à Tenzin, à Mansoura. مرحبا بكم. Bienvenue à vous chez nous. تفضلوا. Je vais vous faire visiter la maison où il a grandi. Le salon où seul le décor a été changé. Et voilà notre grand-père, enseignant de langue française en 1887. Je vais vous emmener au jardin où il peignait avant son départ à Alger. Je vais vous montrer l'olivier planté en même temps que sa naissance. Ma grand-mère me disait toujours, c'était la merveille des merveilles, puisque je suis né dans la maison qu'ils avaient construite. Entre mon frère et moi, il y avait un décalage d'1 an et demi. Et ma mère, cardiaque, elle ne pouvait pas assumer la charge de 2 enfants. Elle m'a refilé mes grands-parents. Ouais. Mes parents étaient nationalistes, mes oncles étaient nationalistes. Je ne pouvais pas être autrement que nationaliste et patriote. Il y avait tout un tribu, entre autres M. Hadj, qui est Mesli. Pour ne pas gêner la famille, il a modifié son nom, Moussali. C'est d'une grande stature, et imposante, et il avait une belle allure. Bon, on habitait effectivement la maison du grand-père paternel où nous sommes nés, tous les trois, Choukri, Fadela et moi-même. Mais on n'avait pas tellement d'attache. On était surtout attachés à Ben Smaïn. D'ailleurs, Choukri a vécu pendant plusieurs années chez le grand-père maternel, Ben Smaïn. Et là, l'ambiance était tout autre. Autant, je dirais, la famille, Mesli, la famille paternelle, c'était surtout marqué par le patriotisme. Autant, de l'autre côté, c'était l'aspect artistique. Tous les deux étant, pour l'époque, des intellectuels. Et Ben Smaïn a continué, et il avait suivi le cours au conservatoire français à Alger. Donc il dirigeait la musique classique européenne comme la musique classique andalouse. Il a créé une association, Andalousia, à Oujda, qui était en même temps un cercle culturel nationaliste. On était des garnements, mon père ne voulait pas qu'on soit des garnements. Alors, on allait à l'école coranique pendant les vacances pour apprendre la religion et en même temps ne plus rester à jouer au foot et caillasser les voisins. C'était pour moi la belle vie à l'époque. Et j'ai retrouvé des copains à moi, entre autres Negadi Mustafa, qui est devenu prof de médecine. Ici, c'est le jardin public que nous appelions à l'époque la pépinière, située dans le quartier de Hartoun.
C'est là où, avec Choukri, nous affectionnions de venir ici, retrouver une certaine tranquillité, loin du bruit et des inconvénients d'une scolarité obligée. Choukri, à cette époque-là, avait déjà toute la gestuelle et le tempérament de l'artiste. Moi, j'avais mis en veilleuse ce côté de ma personnalité, mais Choukri, lui, avec entêtement, a persisté et a mis le pied dans le domaine qu'il affectionnait le plus. J'avais demandé à immortaliser la maison des grands-parents de Choukri sur le flanc de la montagne de Tlemcen. Nous avons donc décidé d'utiliser la gouache et nous avons gardé cette gouache pendant un certain temps. Voilà. Il n'existe plus donc de traces documentaires de cette époque, mais des souvenirs, il y en a. C'est une forêt de béton dans un lieu paradisiaque. Bientôt, la montagne qui est en face de nous ne sera plus visible. Cette ville-là, elle représente toute une époque pour Tlemcen. C'est une époque historique qu'on racontera peut-être un jour. Et j'étais avec un copain qui aimait la peinture. On a vu il laisse peindre sur toile. Il peignait le musée de Tlemcen, qui est une ancienne mosquée. Je me rappelle même de l'endroit où je me suis installé avec mon chevalet pour la peindre. C'est une mosquée, elle n'est pas grande, mais elle est splendide, elle est formidable. Je croyais que Miguel, moi je ne l'ai pas vu. Je croyais, non, lui il m'a vu, il ne me connaissait pas, moi je ne le connaissais pas. Mais quand il m'a vu à Hadek, quand il y a eu le déclic, il a vu, tiens, un peintre à Hadek, ça lui a donné des idées. Comme il y avait déjà deux peintres à Tlemcen, Hemsch, qui était âgé, qui était professeur à Paris, et Yilles, qui était plus jeune, mais qui était jeune peintre, et il me servait de modèle. Alors je voulais être le troisième. Mon père, avec Bouchama, l'architecte, ils ont créé ensemble, avec mes oncles, le syndicat indien artisanal. C'était une forme de coopérative, de tisserands, d'artisans de Tlemcen. C'est une façon pour Bouchama et mon père de regrouper les gens,
de Tlemcen, de telle sorte que l'idée nationaliste se multiplie comme ça. Et puis après, mon père est parti à Alger. Et comme ça qu'on a atterri à Bonjour, sans connaître rien ni d'Alger, ni du chemin de fer. Moi, 17 ans, le premier voyage de Tlemcen à Alger, et en compagnie de ma mère et de ma petite sœur. Je me rappelle toujours qu'il y avait la locomotive qui lâchait de la fumée, et ma sœur avait des sourcils, des cils noirs de fumée. Quelle misère. C'était pas habituel pour moi, qui venait de Tlemcen. Tout d'un coup, dans la Casbah, c'était terrible. D'abord la maison, la ruelle, c'est pas possible quand on vient d'une très belle maison à Tlemcen pour atterrir là-dedans, dans une ruelle étroite. Il y avait de tout à l'époque. C'est le PPA qui a dressé les gens, et en faisant la police. Je me rappelle très bien quand mon père nous a amenés la première fois le hammam, quand on est monté. Choukri avait posé la question. C'est ici qu'il oui. Il a marqué sa désapprobation, son énervement. الحشيش نبت. ouais. السلام عليكم. الدعوة تبدلت كامل. راهو الروين. هنا كان الكونطوار، وهنا كان اسمه ان كرون كوفر. لتحت الحمام السخون كي يخرجوا كانوا يجوا اسمهم للبرد هنايا ولا هنايا. هادشي في النهار، وبعد واسمهم في الليل يجوا اللي يباتوا. طلع نوري لكم انا الفوق هنايا يرقدوا فيهم الناس. ولا اللي كان يخدم شكري هذا هنايا en même temps c'était mon bureau. كنت واسمه moi j'étais au collège. وشكري كان واسمه في les beaux-arts. Après plusieurs années d'absence, je cherche quelque chose que je ne trouve pas trouvé ailleurs. كانت الدعوة زاهية والقهاوي، فريد الأطرش، عبد الوهاب الله يبارك، الشيخ واسمه العنقة هكذا. من هنايا تسمع لا ميوزيك، ومن هنايا دار دي فوا سا مديرونجي كنت فيزي مي طرافو. كانت قهوة الجواجلة تاني كاينة، سيتي تري انيمي. واش خليت؟ جو نسي با كيفاش حيلتي يا ناسي واشنو عمالك، واللي نعيد له يستغرب في بصري. J'avais 17 ans, je peignais de temps en temps. Et comme Ilès et Hemsch connaissaient mon père, alors ils lui ont conseillé de m'inscrire aux Beaux-Arts. Ils m'ont inscrit en architecture, et c'est moi-même qui a bifurqué vers la peinture, sans le dire à mes parents. Une fois, mon père est venu se renseigner à l'école de Beaux-Arts, on lui dit « il travaille très bien ». Oui, mais
J'étais pas en archi, mais en peinture. Et alors, il a dit, tu veux ça? J'ai dit oui. Il m'a fait... Il n'a rien dit. Il m'a laissé. C'est Mohamed Rassim qui était mon maître. C'était le seul Algérien qu'il y avait. Mais c'était des gens de droite. Je dirais racistes, anti-arabes, anti-juifs, on dit tout ce que tu veux. Et c'était comme ça. C'était le clan. Je le longeais de la rue de la Lyre, place du gouvernement, et l'école des Beaux-Arts était dans le quartier de la Marine. Alors, une vieille bâtisse. Alors, mon chemin, c'était ça, tous les jours, et tous les jours, je voyais des enfants couchés par terre sur des cartons, sans couverture, sans rien du tout. Et ça me scandalisait, ça me révoltait. Le Christ hurlant sous vos bombes. Jésus-Christ qui hurlait sous les bombardements qu'il y avait en Vietnam à l'époque et autres pays. J'ai fait comme s'il revenait sur Terre et qu'il voyait toutes les saloperies qu'ils ont fait. Il était scandalisé. Il avait suivi les cours de Mohamed Rassim et puis par la suite, il y a eu aussi l'atelier de peinture de Fernéz. Et sur cet atelier, moi j'allais, même quand j'avais quitté les Beaux-Arts, j'allais là-bas pour dessiner un peu et je le revoyais. Alors il y avait aussi, loin, il y avait Siachem, il y avait toute l'équipe, on était 4 ou 5 Magal, mais moi j'étais en quelque sorte l'aîné. Il y avait une bourse qui était donnée par le gouvernement général pour partir en France. Et ils me l'ont donné, jamais donné. J'étais premier toute l'année. À la fin de l'année, c'était un autre qui partait à ma place. Jamais un arabe, jamais. Jamais, jamais. Tous mes copains sont partis. Pas un arabe. Le groupe 51, c'était une tentative pour créer un groupe artistico-littéraire. Il y avait des peintres, il y avait des sculpteurs et il y avait des poètes. Comme Katabiassine était célèbre, on l'a invité pour avoir nous, c'est notre ténor. C'est là qu'on a rencontré Jean Sénac, on a rencontré Sauveur Guerrero, on a rencontré Jean Simian, on a rencontré Albert Camus, et j'en passe. Ouais. Le rêve, c'était de monter à Paris, parce que Paris, c'était la liberté, c'était l'indépendance. Paris, c'était un tas de mythes. Et on avait comme chanson « Elle roule, 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 elle roule dans Paris. Elle chante, 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 elle chante les quais fleuris. Elle chante, 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 chante le jour et la nuit, car la Seine est une amante et son amant... On a bavé. On rêvait de Paris, des quais de Seine et des quais fleuris. Oh là là, et des côtes des Beaux-Arts. Ah, le babillon, oh, il a changé. La vie artistique à Paris était plus riche puisque l'école des Beaux-Arts se trouvait dans un quartier de galeries. Et chaque semaine, il y avait un vernissage nouveau d'une galerie à une autre. Qu'est-ce que j'ai pu arpenter cette rue? Ah là. Bernard était un galeriste connu, mais il y avait la galerie des Beaux-Arts.
Quand on voulait entrer à l'école des Beaux-Arts, on faisait une année préparatoire, mais vous ne l'avez pas faite parce que vous aviez une dispense en venant d'Alger. En revanche, vous avez passé le concours d'admission, admis en 53, jugement du 27 octobre 1953. Vous étiez un peu plus loin. 45. Voilà, vous étiez par là, et on voit M. Issiachem et puis M. Mesli. Donc vous aviez 8 en figure dessinée d'après nature. Ah. Vous aviez 11 en figure dessinée d'après l'antique. Ah. Vous aviez vu des antiques en Algérie, sans doute. Vous avez été admis avec le numéro 9054. Monsieur Mesli Choukri, né le 8 novembre 31 à Tlemcen, Oran, département d'Oran. Pardon. Ensuite, donc, il y a les signatures des professeurs. Vous voyez par exemple Souverbi, Le Gueux, Breyer, etc. Mais au fond, on se souvient du passé à travers les murs, à travers le décor, même s'il a bougé. Et vous avez déjà dû vous asseoir ici à 40 ans, il y a plus que ça, il y a maintenant 60 ans, parce que, vous savez, c'était ici qu'on prenait des photos de groupe souvent, des classes, ou des prix de Rome. Quand ils avaient les prix de Rome, on prenait des photos ici, enfin c'est des photos bien connues, on vous retrouverait sûrement, mais il faut les chercher. Non, je n'ai pas fait le concours de Rome, parce que à l'époque, c'était la résistance algérienne, il ne fallait pas se montrer, parce que le prix de Rome, il fallait une attestation comme quand on était français. Ah oui, là, évidemment. Ah ben, les Jews, Niet Popov. Oui, évidemment. Ouais. Regarde ça, tu te rappelles, papa? Ça te dit quelque chose? Quoi? Cette cour intérieure? Ah oui. C'était le passage obligatoire pour rentrer dans les ateliers. Et ça a beaucoup changé ou pas? Non. Non. L'atelier de Gueux, c'était là. C'est l'atelier de Gueux. Je sais pas, Tariq, c'est l'atelier de Gueux? Ah ouais, c'était ton atelier. D'accord. Mon atelier, mais il était plus grand. Il n'y avait pas de cloison. Bonjour. Bonjour. Moi j'ai l'impression que l'endroit où tu as peint, c'est plutôt par là-bas en fait. Parce qu'il y a une deuxième salle. L'atelier est divisé en deux. Oui, c'est à ce là. Donc il y a deux espaces. Ouais, deux espaces. Il était fin de Gueux, modéré, et il parlait doucement, mais alors il continue d'animer tes œuvres. Pac, 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 pac. Ah, c'était le carnage. Il faisait une analyse correcte, de critique, mais alors féroce. Alors, j'ai pris mes tableaux, je rentrais tristement à la maison. Oh. Ah, fenêtre avec vue. Sur le jardin de monsieur le directeur, que j'ai peint. On devait faire un paysage et je trouvais plus facile d'orner par la fenêtre, être au chaud et peindre que d'aller dans la nature se gêner des fesses. Il y avait un bon comité pour la paix en Algérie à l'école. Ah oui, il y avait quand même quelqu'un. Les élèves étaient favorables à la paix en Algérie. Oui. Mais vous-même, vous aviez une bourse ou vous avez J'allais parler avec eux, oui. Faire le débardeur là, le soir pour aller au cours le matin. Ouais, bah. J'étais à la cité universitaire. Ah, vous aviez quand même une chambre là-bas, alors vous veniez de la cité universitaire. Pavillon du Maroc, grâce à Ben Gabrit, qui était ministre plénipotentiaire du Maroc et ancien ami de mes deux grands-parents. Ils ont fait l'école normale ensemble. J'avais ni bourse, ni subvention, ni aide des parents, rien.
J'ai peigné à l'école des Beaux-Arts et surtout, j'ai amassé mes toiles au fur et à mesure, ce qui m'a permis de faire mon exposition personnelle. En étant résident, je devais faire un acte de culture. Donc j'étais obligé de faire mon expo. C'était ma première exposition à Paris. Je découvre autre chose. Je découvre qu'il y a un peintre qui s'appelle Malessier et un peintre qui s'appelle De Staël et d'autres encore. Ça m'a donné un choc. C'était plus les orientalistes, mais la peinture moderne occidentale et parisienne qui m'a influencé. Mesli ne rate rien des débats qui se mènent à Paris, ne rate rien de ce qui se montre dans les musées, ce qui s'écrit dans les revues, et en même temps, opiniâtre, tenace, il peint sa peinture. Alors que la Fédération de France transporte la guerre d'Algérie sur la France et sur Paris en particulier, c'est pas une scène tranquille, c'est pas un fleuve tranquille, c'est un fleuve très agité avec des remous très profonds. Et donc il faut se prouver et prouver à l'autre qu'on est en même temps algérien et artiste et algérien. Et c'est pas facile. 1er novembre, ouais. Insurrection dans les Aurès, François. C'est comme ça que j'ai appris que la guerre était déclenchée et on allait être impliqué douloureusement. La grève des études va durer 2 ans facilement. Elle a entraîné beaucoup de dégâts parmi les étudiants, parce que les gens sont morts au maquis, sont partis ailleurs et ça a fait éclater le groupe homogène qu'il y avait à Paris. Après la grève des études, le gars m'a dit « Ah, vous revenez, hein ?» L'art de dire hein, « Quel bain !» Et Bercier me serrait la main avec les gants. Ouais. Ça remue des choses, mais c'est pour ça, même ça, ça remue une haine. Parce que j'ai oublié la haine, maintenant je l'ai. La haine comme blessure, d'humiliation, de constat. Je travaillais la nuit, et quand je sortais, c'était le couvre-feu pour les Algériens. Il fallait naviguer à travers Paris pour éviter les barrages. J'étais volontaire pour recenser les gens des bidonvilles, les cafés morts, les restaurants, les garnis où il y avait des Algériens. J'ai fait tout le tour de Nanterre. C'était pas Nanterre de ça. Hein. Là, c'était les Portugais qui avaient leur bidonville. Les Algériens, c'était de l'autre côté. C'était une chaîne de vie. كيفاش ننسى بلاد الخير كيفاش يصبر قلبي تهنى كيفاش الصوري جايز فقير وطني غالي ما يفنى كيفاش ننسى بلاد الخير كيفاش يصبر قلبي تهنى كيفاش الصوري جايز فقير وطني غالي ما يفنى À l'époque où on arrêtait mon frère Amin Alger et on m'a arrêté au maquis, arrêté à 17 ans, Fadela. À 17 ans, on était arrêté au maquis. Il faut le faire. Et moi, là-dedans. On a été transféré en France. D'abord à Paris, ensuite à Rennes et ensuite à Pau. Et de Pau, on a été libérés. Et Choukri, c'est la générosité en personne. Il a été d'un soutien pour toute la famille. Et pour moi, et même pour mes amis. Il se privait pour qu'on puisse acheter des choses en prison, de la nourriture.
Quand les militaires l'ont pris, ils l'ont torturé, ils l'ont brûlé les pieds au 3e degré, le dos. Et il est venu un été ici. Il m'a dit, tu sais, c'était la guerre. C'était formidable de dire ça. Il n'a pas dit salut de français, tortionnaire, de rien. Il y avait un poste comme professeur au collège du Havre. Alors, les gens ont trouvé ça louche, un Algérien qui vient au Havre. Ils ont trouvé que j'avais pas fait mon service militaire, alors ils m'ont mis au bataillon disciplinaire à Noyon. Consigné à la caserne, j'ai peint à la cire toute une série de thèmes sur les camps, sur la guerre. C'est de là que j'ai déserté. J'ai traversé la Belgique, l'Allemagne, la Suisse, l'Italie, et j'ai pris un avion sur Madrid, Madrid-Rabat. Il fait donc ses brillantes études à l'école des Beaux-Arts et il obtient son diplôme. Il part au Maroc et il a tout de suite voulu témoigner de l'événement historique de la guerre d'indépendance et des événements comme les camps, comme le massacre de Sétif et le bombardement du village tunisien de Sakiet Sidi Youssef. La pulsation vitale, elle est énergie, dynamisme, jusqu'à la violence même. Les traits, le choc des couleurs, l'explosion des formes, etc. J'ai beaucoup peint au Maroc. C'est à l'époque où il y avait Cherkaoui, et avec lui, on a pensé aux signes. C'est la première fois qu'il y avait des signes totémiques qui étaient inclus dans la peinture. Plus tard, quand j'étais installé, Édouard Glissant venait souvent en mission prendre contact de militants antillais avec les Algériens. Sophia est née à Rabat, au Maroc, et Édouard Glissant était son parrain spirituel, si tu veux. Juillet 62, Sophia est née. Ah. J'étais heureux. J'ai eu une petite vie et on était indépendants. Il me tardait de rentrer. Les Algériens commençaient à partir comme ça, pas convoi. J'ai pris la voiture, j'ai fait Rabat-Alger d'un seul trait. L'indépendance, c'était le rêve. On a rêvé d'un pays socialiste, on a rêvé d'un pays égalitaire, on a rêvé d'un pays pas raciste. Souvent on a été trahis, mais n'empêche que c'était ça. À l'époque où j'étais élève à Alger, une fois ils m'ont humilié et en pleurant de rage, j'ai dit je reviendrai comme professeur dans cette école. Et ils m'ont dit l'arabe qui veut devenir professeur, ça va pas. Eh bien, je suis revenu professeur de chef d'atelier de peinture. C'est ma victoire morale. Ouh. Quand j'ai débarqué, il n'y avait rien. C'était des heures rouges. L'école était vide, classiquée. Et avec Ali Khoudia, on a essayé de colmater les brèches
Et on n'avait pas de professeur. Il fallait faire le professeur de tout. De peinture, de sculpture, de culture générale. C'était marrant comme école. Mais c'était la foi. On avait la foi. Et c'est formidable de penser qu'il y avait, avec cette foi, on a réussi à tenir le coup, à faire de l'école de Beaux-Arts une grande école. Je l'ai eu comme enseignant pour deux grandes disciplines, le dessin et la peinture. Donc c'était disons le chemin que prenaient tous les étudiants pour étudier avec notre maître. Voilà, disons, c'est une belle vue. Oui, il faut avoir un peu avec l'âge. Et on arrive à l'atelier qui porte son nom. Sur la base d'un petit groupe d'enseignants, une école allait être maintenue en vie et former de futurs artistes. Parce qu'il faut dire que son apport, c'est finalement cette attitude de production. C'est-à-dire que les gens, imaginez-vous une ville comme Alger sans école d'art, les réflexes que peut avoir un jeune pour produire de l'art seraient nuls. Donc avec Mesli, avec Isiachem et d'autres enseignants au niveau de cette institution, il y a eu ces réflexes, transmission de témoins. Et là, Choukri a une très grande part de responsabilité. C'est un militant pour moi, un citoyen qui consacre plus de 40 heures de sa vie par semaine, hebdomadairement, pour encadrer des Algériens, c'est énorme. Pour des salaires qui laissent à désirer, et de s'occuper de sa propre création et d'animer à l'extérieur, avec les moyens de l'époque, une présence d'art visuel, disons d'art plastique en Algérie, de participer et de prendre part à des colloques et donner son avis sur la question. L'UNAP a été créée pour justement pouvoir présenter les travaux de ceux qui se formaient, pour qu'ils aient la possibilité de se faire connaître par le public. C'était en quelque sorte un additif à l'école elle-même. On était une douzaine de ceux qui faisaient de la peinture en Algérie et on a formé l'UNAP. Parmi les fondateurs, il y a évidemment Choukri, il y a Temmam, il y a Zmirli, il y a Isiachem. Ceux qui sont venus par la suite, ils ont commencé à lâcher du lest. Comme on dit Blarbia, Khayou Habibi, et puis finalement, il n'y a pas cette rigueur qu'on avait, que Miguel exigeait dès le départ. Et puis, il y a une question aussi, on a fait entrer une question politique là-dedans. Et le parti qui met son nez là-dedans, et ainsi de suite, et puis finalement, ça s'est effondré de façon lamentable. Avec l'UNAP, il y aura beaucoup de problèmes, parce que les vrais créateurs ne voudront pas se laisser enfermer dans le carcan du réalisme socialiste. Une union d'artistes, c'est pas pour dire vous allez peindre ceci, vous allez peindre comme ça, non. C'est pour défendre les problèmes sociaux de ces artistes-là, pour les trouver du travail, régler les problèmes. C'était ça, normalement, comme un syndicat. Mais là, les gens ont confondu. C'est devenu un lieu d'orientation artistique. C'est différent. À tel point, bon, quand nous on a créé plus tard, à un moment donné, dans les années 67, le groupe AOCHM, on était membre de l'Union. Mais les gens ne comprenaient pas comment, en tant que membre de l'Union, on puisse créer un groupe. Parce que le groupe AOCHM, ce n'est pas simplement un truc par rapport aux ressources, c'est aussi, surtout, la liberté d'expression. Et faire prendre conscience que l'Afrique, le tiers-monde, était un champ de vision très fort pour nous, hein, qui n'avait rien à voir avec ce qu'il proposait. Et le groupe AOCHM s'est fait autour de ça. C'était le départ d'une affirmation de nous-mêmes
vis-à-vis des autres. On n'est pas français, on n'est pas algérien pour rien. On est algérien parce qu'il y a ça, ça, ça et ça. Alors, il faut que notre peinture soit la peinture d'une affirmation algérienne. Mais algérienne Mesti, algérienne Flaine, algérienne... c'est ça. On a fait un vernissage, un accrochage. Ils sont venus décrocher l'exposition Isakem et Tamam. Et Fares. Et Fares. Ils ont fait sortir tous les gens qui étaient invités. Et ils ont déchiré toutes les affiches partout. Parce que soi-disant, on était un groupe... anti-parti. Voilà. Le lendemain du décrochage, je ne savais pas, je n'étais pas au courant. J'arrive à la galerie. Je trouve tout le mur. Qu'est-ce qui se passe? Je trouve Siachem au fond, assis derrière une table avec la casquette militaire. Très militaire. Ah non, des fois il venait à l'école comme ça, en très militaire. Il dit, Martinez, c'est très grave ce qui se passe. Attention, les géorges de Boumedienne sont très durs. Quand on a fait la première expo, on n'avait pas, le manifeste n'était pas fait. Quand il y a eu le décrochage, Tmaï nous a encore plus enragés. Donc, on a décidé de faire un manifeste. Le manifeste a été rédigé à la maison. C'était la première fois qu'il y avait une tentative pour que les peintres se réunissent et fassent quelque chose ensemble. Alors, ils étaient tout excités ils ont écrit ce manifeste avec, je dirais, de manière, avec la ferveur un peu adolescente. Et on n'a pas compris pourquoi ce mouvement a suscité tellement d'hostilité. Au début, on cherchait un titre. Et on a trouvé Saharine, les sorciers. Mais ça ne convenait pas, c'était péjoratif. Donc on a laissé tomber et je ne sais pas qui a trouvé le nom de Aouchem, tatouage. Donc on a dit, ah là, tatouage, tout le monde se tatoue ici, alors très bien. On était tous des tatoués. Et alors on s'est dit, la culture algérienne, c'est à travers le sud qu'elle est venue, des pictogrammes et des signes berbères et des tatouages. Par besoin, je dirais, de revendication, par besoin aussi bien esthétique que politique, puisqu'il s'agissait de construire des choses sur le plan de nouveaux langages artistiques, mais aussi de construire de nouveaux langages qui ont une portée politique. Donc il s'agissait de revoir un petit peu, de redéfinir disons, le rôle de l'art dans la société, mais aussi de redéfinir, de reterritorialiser, si on peut dire, la sensibilité elle-même. Le signe va être un élément de la construction de ces langages nouveaux. C'est resté, encore aujourd'hui, un mouvement important. Important, qui est resté dans la mémoire des artistes, y compris des jeunes artistes qui sont nés bien après cela, bien après le Aouchem. Pourquoi? Parce que Aouchem est resté dans la jeune histoire de la peinture algérienne le seul groupe qui est arrivé à un moment et qui a parlé de manière relativement cohérente sur la scène artistique algérienne. Mesli et Denis Martinez et Baya qui se retrouvent dans ce groupe, Ben Bardad, je ne me souviens pas des autres, pardon, je ne les ai pas en mémoire, écrivent ce manifeste
d'une extrême violence, mais d'un extrême courage. L'Afrique du Nord, comme disait Kateb, avait perdu le Sud. Elle n'a pas perdu le Nord, elle a perdu le Sud. Elle a perdu son âme, son inconscient, en fait, une partie de son imaginaire. Ce qui va rendre la chose réelle, c'est le festival panafricain, où Alger devient la capitale de l'Afrique, de la vraie Afrique. J'ai fait différentes esquisses. Une fois que l'esquisse a été approuvée par la mairie d'Alger, j'ai commencé le travail avec 2 élèves à moi, parce qu'il fallait cuire les plaques. C'était des émoteurs cuivre. Je voulais exprimer le thème de 3 révolutions: révolution agraire, culturelle et industrielle. 3 révolutions, et en même temps il y avait 3 colombes. C'était le Gomri de Zagletjan, une chanson sur Tlemcen, mais symbolisée de telle façon que tu ne comprends pas. tu vois simplement des belles colombes, une tache de couleur. Comme disait Picasso, la peinture est un poème silencieux. J'ai des sculptures pictogrammiques, il en reste 2. Celle de Bouzaria, qui était la plus importante. Et la petite à Hedra. Mourad Raïs, c'est Mourad Raïs. Bouzaria, c'est Bouzaria. Malheureusement, Mourad Raïs a été embarqué, je ne sais pas sur les lieux. Ses ancêtres vivants seraient sortis de ces lointaines entrailles pour venir le rassurer. Chacune de leurs interventions serait apparue comme un désir de ponctuer chaque moment de doute et aurait mis à jour ses véritables besoins. Tout ce qui, dans la tranquillité cloîtrée mais sauvegardée, aurait coulé de son regard. Femme signe, femme totem. Quand j'ai ouvert la première galerie d'art privé en Algérie, l'idée c'était de présenter des artistes historiques, donc qui avaient fondé la peinture algérienne moderne, et des jeunes artistes. Sa première exposition à la galerie s'appelait Gouache et Monotype, donc en 86. Et l'idée de l'expo, c'est de faire en sorte que le public, le maximum de public adhère à cette expo pour qu'elle ait du succès. J'ai dit, on devrait plutôt aller vers les gouaches et tout. Ah, il m'a dit, c'est vrai, oui, j'avais oublié, l'arabe adore la couleur. Il parle de noir et blanc, voilà.
Les monotypes, c'était la première que je faisais. Non seulement c'était la première pour moi, mais c'était la première pour les Algérois, parce qu'ils ne connaissaient pas les textiles des monotypes et tout ça. Le premier jour au vernissage, paf, tout est parti. Et j'aurais pu augmenter les prix. Mais bête, et comme tous les artistes, j'ai laissé le prix comme c'était. C'était des prix d'étudiants, de jeunes. C'est le colonel Snoussi qui était directeur d'Argent d'Alfet. Ma sœur et moi, au vernissage. C'est des élèves des Beaux-Arts qui sont devenus des jeunes professeurs qui regardent des monotypes. Choukri se retrouvait dans la littérature de Boudjedra. Il retrouvait tout à fait son univers. Et donc, il y a un lien qui s'est formé entre eux, je crois, de cette manière-là, parce qu'ils avaient une approche voisine. C'était l'un des fondateurs de la modernité. Il n'y en a pas eu beaucoup en Algérie, 4 ou 5. Pour l'exposition à Palimpsest de Tinhinan, je trouve que la peinture de Mesli va avec ça, avec le palimpseste, qui est comme une sorte de... On efface, on reprend, et les techniques de la gravure rupestre et de la technique du palimpseste, puisque nos ancêtres peignaient, puis repeignaient dessus, des fois effacés ou pas, ou repeignaient dessus, ça se voit. Tinhinan, c'est une reine berbère mythique. Faire ressurgir cette reine, c'était faire surgir et les signes, les tatouages, tout ça, ce que faisait la culture algérienne en partie. Je voulais faire que la peinture, ça soit comme une peinture de palimpseste, c'est-à-dire une peinture qui a été faite par plusieurs gens, comme là. Et les commentaires sont ajoutés en petit. Ça fait un effet graphique et un effet poétique, en dehors du fait que ce soit littéraire aussi. Choukri Mesli en parle de cette relation à la femme, à la représentation de la femme et de ce qu'elle symbolise en fait, comment elle synthétise énormément de choses, notamment cette revendication dont on a parlé tout à l'heure par rapport à l'histoire, par rapport au fait qu'elle porte l'histoire de son pays, de son peuple. C'est pour ça que peut-être il fixe toutes ces choses-là qu'il voit en elle dans sa peinture. Et puis pourquoi pas le corps. Il a connu quand même le nu académique en Europe. Il l'a vu, c'est quelqu'un de charnel, c'est quelqu'un qui aime le corps. C'est un peintre, un vrai. Un peintre aime le corps, n'importe quel corps, hein, même, je veux dire, le corps d'une voiture, ou d'une femme, ou d'un homme, ou d'un animal. Et donc il était très sensuel, il avait cette exubérance de la sensualité chez lui qu'on ne trouve pas chez les autres. Certains tableaux, il ne les a pas montrés tout de suite, il a attendu, il a été quelqu'un aussi de très pudique, de très patient, je ne pas un provocateur du tout. Velours Garance ou Bordeaux, taffetas violet ou mascara qui transcendent l'espace, le galvanise et le tarot jusqu'à ce que, de périphérique, il devienne central, tel le point du noun qui en devient le nombril, l'œil, le point solaire d'où jaillit toute luminosité. Tatouage donc, broderie, le tout transcendé paradoxalement par l'éphémère, le fragile et le pathétique. Surtout lorsque les calligraphies satinent le palimpseste
en vieux papyrus quelque peu frivole, à cause peut-être de cet érotisme, sorte de dessin coincé entre les désastres de la vie et les passions du monde. Il a suspendu sa pratique picturale du fait des événements politiques. La politique est toujours venue interrompre la continuité de son œuvre. Ça se voit dans la dernière partie, puisqu'il va être obligé de s'exiler en 1994. Donc, il est toujours en train de jouer avec les violences de l'histoire, avec les soubresauts des événements politiques. On était en dehors du temps. C'était de la mort, la poésie, l'amour, le soleil, la mer, tout était présent. Mais surtout la mort. Ouais. Tous les jours, on allait à l'enterrement d'un copain qui était assassiné. Un intellectuel qui était assassiné. C'était terrible. J'aime pas parler de cette période parce que c'est... C'est la plus proche. Non, non seulement c'est la plus proche, mais la plus douloureuse. Parce qu'à cause d'elle, à cause d'eux, on a quitté la maison, on a quitté le travail, on a quitté l'atelier. Le directeur de l'école des Beaux-Arts, M. Asselah, lui a dit que lui et Martinez devaient absolument s'en aller. Et Choukri est parti pour m'aider à m'installer. Il avait le projet de revenir, aider ses élèves à passer leurs examens. C'était pas un choix de partir. Il a été abattu et il n'est plus revenu. Et il ne communiquait même plus. Mon père est arrivé en février 1994 et le 5 mars, il reçoit un coup de téléphone de son ami Denis qui lui annonce l'assassinat du directeur des Beaux-Arts, Ahmed Asselah, et de son fils, Boubah, qui était mon ami dans l'enceinte même de l'école des Beaux-Arts. Et là, ça a été un choc terrible pour toute la communauté artistique et pour l'Algérie. Et suite à ça, mon père s'est replié, en fait. J'avais plus de contact avec ces jeunes étudiants, élèves de beaux-arts et artistes peintres. Alors je me sentais comme frustré, comme s'il manquait quelque chose. Je sentais vraiment, je regardais par la fenêtre ces gens passer, ces jeunes passer, et j'avais envie d'être avec eux, d'être comme eux et de leur parler. J'ai eu le courage d'aller voir le directeur de l'école. Et je lui ai dit que ce que je voulais, c'était avoir un espace dans un coin pour peindre. C'est comme ça que j'ai travaillé à l'école d'architecture de Nanterre. Tiens, regarde, là, on voit, là. Ouais. Tu vois, c'était ça, là, avec le rideau blanc. Petit à petit, il se remet à peindre et à exposer. Donc au début, c'est des expositions militantes, parce que c'était aussi une façon de montrer, avec la Fondation Asselah, il y avait des créateurs qui avaient une autre Algérie possible et une autre Algérie qui n'était pas silencieuse. En 2009, 40 ans après, l'Algérie a décidé de fêter encore l'événement et d'instaurer un deuxième festival panafricain, avec toujours la même
la même énergie, le même dynamisme, plus d'argent. Et comme Choukri avait été un des grands moteurs du premier festival, il avait été responsable des arts plastiques. Pour le deuxième festival, on a voulu lui rendre hommage. On organise un festival panafricain, mais est-ce qu'au fond, dans notre art, dans notre culture, on est vraiment africain? Puis on s'est aperçu que dans le domaine des arts plastiques, il y avait quand même quelqu'un qui était toujours constant, c'était Choukri Mesli. Et l'idée, c'était de montrer effectivement qu'il y avait une permanence dans l'œuvre de Mesli. Ils avaient en permanence ce souci de l'africanité et que c'était important, et c'est ça qu'on a voulu montrer dans cette exposition-là. Mon plus grand regret, c'est de n'avoir pas été là pour m'occuper de cette exposition, pour vous dire qu'elle a été très réussie. C'était une exposition qui vraiment traçait un parcours très pédagogique, mais très esthétique de la vision qu'a eu Choukri depuis ses débuts, depuis ses premières œuvres, jusqu'à ses dernières. Mesli est un peintre de la sensualité. Quand on voit ses œuvres, on a l'émotion, mais on a aussi l'impression de vivre une sensualité, de vivre avec lui, de partager, d'avoir une communion avec ce que lui a créé, qui est sorti de son intérieur, qui est sorti de son monde. C'est pratiquement les mille et une nuits. C'est retravaillé, revu, avec une farouche résistance à la catégorisation. Mesli déteste la catégorisation. Il déteste être mis en boîte. C'est le peintre abstrait, c'est le peintre figuratif, c'est le peintre de tel courant ou de tel mouvement. Il a acquis, avec l'assurance qu'on peut acquérir quand on est sûr de son métier, cette désinvolture de vouloir se libérer de toute influence, de vouloir se libérer de toute contrainte aussi. Ça fait 1 an qu'il n'a pas peint. Là, j'ai senti ces derniers jours, peut-être un peu aussi grâce à ce film, l'envie de se remettre à peindre. Là, il a sorti son matériel. C'est important quand même de souligner que malgré son handicap, il a toujours continué à peindre. Avec le bilan de tant d'années d'enseignement, finalement, l'un dans l'autre, on peut dire que c'était positif. On a créé une école de toutes pièces, avec rien du tout. On a formé des gens qui enseignent dans les lycées, et on a formé des gens qui sont peintres. Et ils ont continué à former des gens comme ils ont été formés. C'est ma fierté. J'ai eu des enfants et des petits-enfants. Ouladou l'a dit. La génération d'avant avait un certain optique, certains combats. Maintenant, la nouvelle génération a d'autres optiques, d'autres combats et d'autres pans de murs à détruire. C'est toujours la même chose. Et en même temps, essayer de déboulonner les vieux qui sont là, entre autres moi. Mais moi, je me suis déboulonné de moi-même.
Thank you.